8h45, la Barre Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 15 septembre 2025. Cela dit, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey a animé dans la soirée d'hier un point de presse. Il s'est agi pour lui d'éclairer l'opinion publique sur une affaire d'assassinat de plusieurs individus ayant conduit à l'interpellation du criminel et certains de ses présumés complices. Les détails avec le procureur général près de la cour d'appel de Niamey, Maazou Oumarou. Depuis pratiquement une semaine, il nous a été donné de constater des appréciations et interprétations de tout genre sur des affaires pendantes à la justice. Eu égard à l'extrême gravité d'une d'entre elles, le parquet général près de la cour d'appel de Niamey a cru devoir, à travers le présent point de presse, porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Le 29 juillet 2025, la police judiciaire était saisie d'un cas de tentative d'assassinat survenu au quartier Soré-Béné, en périphérie de la ville de Niamey. L'enquête ouverte permettait d'interpeller à Dosso, l'auteur des faits, un marabout du nom de Mohamed Noura. Ce dernier interrogé reconnaît les faits tout en livrant aux enquêteurs son mode opératoire. Il déclarait en effet qu'il est bien l'auteur de la tentative d'assassinat d'Ibrahim Ousseini. Et pire, il avoue avoir commis les faits suivants. Assassinat du nommé Abdel Nasser, dont le corps a été retrouvé à la cité ancien chercheur. Assassinat de Issoufou Ahmed, dont le corps a été retrouvé à la cité ancien chercheur également. Assassinat de Mohamed Ali, dont le corps a été retrouvé sur la colline Seno. Assassinat de Ousmane Rachid Samber, dont le corps a été retrouvé à 10 km de Niamey, sur la rive droite. Assassinat d'un inconnu aux environs de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, et l'assassinat d'un certain Saddam. Son mode opératoire consiste à user de ruses pour attirer ses victimes sur le lieu du crime ou les drogues avant de les ligoter, puis les sodomiser. Une fois évanouis, il les étrangle avec une corde ou les égorge pour écurer le sang. Il déclarait que tous ces assassinats ont été faits à des fins de sacrifice pour le compte de Ali Issa Mega et son patron Ibrahim Yakoubou, Ismaël Morou Karama, Alaji Bilia et un certain Issa Sebou Hama. Toutes ces personnes ont été interpellées et entendues. La procédure, une fois déférée au parquet d'instance de Niamey, la procureure de la République, après avoir apprécié les éléments qui y sont contenus, a estimé nécessaire que la police judiciaire doit continuer ses investigations pour procéder à d'autres actes pouvant contribuer à une meilleure appréciation des faits avant de donner suite. C'est ainsi que la procédure a été retournée à la police judiciaire pour complément d'enquête. Il faut rappeler que pour la conduite d'une procédure pénale, le procureur de la République est le directeur d'enquête. Et à ce titre, il peut donner des indications utiles aux enquêteurs ainsi que le dispose l'article 12 du Code de procédure pénale. Pour cette affaire, ces injonctions purement procédurales ont été commandées par la nécessité d'établir et transmettre au parquet un procès-verbal complet qui prend en compte toutes les situations évoquées. Il est important de signaler que cela ne procède d'aucune manipulation, d'où qu'elle provienne, la procureure de la République ayant exercé son pouvoir de direction d'enquête dans le cadre d'une procédure pénale que lui confère la loi. Dans tous les cas, pour des faits d'une telle gravité, il est impératif que l'enquête soit menée avec la plus grande célérité. Le parquet étant le garant de l'application de la loi restera ferme à ce sujet pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, et ce, pour la sauvegarde des droits de tous, mis en cause et victimes. D'ores et déjà, la justice nigérienne étant l'institution protectrice par excellence des droits et des libertés des citoyens, le parquet général invite l'ensemble des citoyens à croire à l'indépendance de celle-ci et à lui faire confiance.
Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de l'infirmerie de la mutuelle du personnel administratif et technique de l'Université Abdou Moumouni. Cette infirmerie va faciliter l'accès aux soins de qualité au personnel adhérent à cette mutuelle. Nafissatou Yahya, Nasser Saïdou. Pour une protection sociale digne et universelle pour tous les travailleurs et leurs familles, la mutuelle du personnel administratif et technique de l'Université Abdou Moumouni s'est dotée d'une infirmerie. Construite sur fonds propres, cette infrastructure va faciliter un accès privilégié des soins de qualité aux membres du personnel adhérents. Prenant la parole à l'inauguration de ce joyau, le président du conseil d'administration de la mutuelle et le secrétaire général du syndicat des personnels administratifs et techniques de l'université diront que cette réalisation est le fruit d'un engagement collectif. Cette infirmerie, dont les murs portent dorénavant l'emblème de notre mutuelle, n'est pas simplement un bâtiment. C'est un puissant symbole de solidarité. Sa construction répond donc à une aspiration légitime de nos adhérents, celle de disposer d'un espace de santé de proximité accessible et adapté aux besoins de la communauté universitaire. Au-delà de la dimension médicale, cette infirmerie incarne l'aspect mutualiste. Chacun cotise selon sa catégorie et reçoit selon ses besoins. C'est l'expression concrète d'une solidarité organisée où l'union fait la force et où personne ne reste en marge du droit fondamental d'accéder aux soins. Dans le monde du travail actuel, l'accès aux soins de santé est une préoccupation majeure. En tant que syndicat, nous avons à cœur de défendre les intérêts de nos camarades et cela passe par la préservation de leur santé et de leur bien-être physique. Cette infirmerie représente donc un symbole fort de notre engagement. Elle symbolise l'attention que nous portons à votre santé au quotidien. C'est pourquoi le recteur de l'Université Abdou Moumouni a réitéré l'engagement de l'université à accompagner cette initiative hautement saluée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Je tiens tout particulièrement à saluer, je dis bien, la mutuelle de santé, c'est comme ça s'appelle, mutuelle de santé des personnels administratifs et techniques de l'UAM. Et là où je salue encore leur bravoure, c'est que c'est dans leurs fonds propres qu'ils ont construit ce bâtiment. L'effort d'économie qu'ils ont eu à faire sur ces quotes-parts et sur leurs cotisations, leurs coupures mensuelles. À chaque salaire, on coupe un bout, chacun en fonction de son grade, bien sûr, et de son revenu. Donc moi, la première satisfaction que j'ai, c'est de voir qu'ils ont pu gérer le peu qu'on leur donne. Bon, le peu, 50 millions, c'est pas peu quand même, mais c'est le peu par rapport à l'ensemble du budget, c'est qui est une très bonne chose, franchement. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de veiller au bon fonctionnement de la structure, en commençant par les agents. Comment garantir la continuité des services, des soins? C'est qu'il faut des agents permanents et peut-être des agents qui viendront en prestation, par exemple les médecins. Le clou de cette cérémonie d'inauguration a sans nul doute été la remise de témoignages de satisfaction aux acteurs qui ont œuvré à la réalisation de cette infirmerie, suivie de la visite des locaux. Les administrateurs délégués des communes des régions de Dosso, Tawa et Tillabéri sont en conclave depuis ce lundi 15 septembre 2025, présidé par le gouverneur de la région de Dosso. Le lancement de la dite rencontre qu'accueille la salle de réunion de l'hôtel Galaxy de Dosso est porté par la Caisse des dépôts et d'investissement CDI Niger. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Boubacar Ibrahim et Soumaïl Abdellah. Destiné aux administrateurs délégués de communes issues de régions de Dosso, Tawa et Tillabéri, cet atelier dit d'échange et de sensibilisation que porte la Caisse des dépôts et d'investissement vise à se pencher sur les enjeux en lien avec la mobilisation des ressources et les opportunités de financement des collectivités territoriales. Dans le discours qu'il a livré pour la circonstance,
La directrice générale de la Caisse de dépôt et d'investissement CDI a, tout en faisant part de sa reconnaissance pour la participation massive des responsables communaux, réaffirmé ses attentes vis-à-vis de la présente assise. Ma reconnaissance va à l'endroit du ministère de l'économie et des finances pour son accompagnement et du ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire pour l'intérêt particulier qu'il accorde à la question centrale du développement des collectivités territoriales. J'ose espérer que ces échanges soient le tremplin d'un démarrage massif d'adhésion des communes en termes de dépôt de fonds, gage de financement des collectivités territoriales par la CDI. Cette rencontre est une occasion précieuse d'échanger et de renforcer les liens de partenariat afin de trouver des solutions communes et durables face aux défis de la mobilisation des ressources et du financement des collectivités territoriales. C'est donc le lieu ici d'exprimer toute ma reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des participants présents à cette rencontre. En présence de la préfète du département de Dosso, du secrétaire général adjoint du gouvernorat, de la représentante du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le gouverneur de la région, dans son mot introductif marquant le lancement officiel des travaux, a salué le choix porté sur Dosso pour abriter la rencontre. Au colonel-major Bana Alassane de préciser aussi les missions assignées à la CDI. Il faut rappeler que la Caisse de dépôt et d'investissement est un organisme public investi d'une mission d'intérêt général. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques de l'État que les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre en matière de développement. À ce titre, la Caisse de dépôt et d'investissement a, entre autres missions, de participer au financement des infrastructures des collectivités territoriales. Chers participants, c'est à juste titre que la présente rencontre prouve tout son intérêt. Elle vous permettra d'échanger d'une part sur les missions d'intérêt général de la Caisse de dépôt et d'investissement et d'autre part sur les opportunités que cette institution vous offre en tant que premier responsable de vos entités respectives en termes de financement. Ainsi, au regard de votre engagement pour le développement de vos entités respectives, je ne doute point de votre investissement pour la réussite de cette rencontre de laquelle sortiront des réflexions pertinentes susceptibles de contribuer à relever les défis du financement des infrastructures des collectivités territoriales. Ainsi, de ce lundi 15 au mardi 16 septembre 2025, 40 administrateurs délégués qui prennent part à ces travaux se verront outillés sur la nécessité d'observer des dépôts, gage d'une véritable garantie pour le développement des collectivités territoriales. Ce matin s'est tenue la présélection de la deuxième édition du concours de Hadith Nabawi Asharif, organisé par la section Niger de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Une compétition qui vise à promouvoir la connaissance et la pratique des enseignements du prophète. Paix et salut sur lui auprès de la jeunesse nigérienne. Le compte rendu de la cérémonie, c'est avec Sekinotou Sadou et Chebou Guissou. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment l'administratrice déléguée de la commune 1, le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc et le responsable de la section Niger de la Fondation. Après la lecture du Saint-Coran, Ali Ogarbe, président de l'organisation, a rappelé l'importance de ce concours qui a enregistré les candidats dans 3 principales catégories, à savoir la première catégorie porte sur la mémorisation de 40 hadiths avec leur chaîne de transmission. La deuxième sur la restitution de 35 tests de hadiths avec compréhension des termes. La troisième catégorie est consacrée aux hadiths relatifs aux règles juridiques. Le chargé d'affaires du Maroc a souligné l'importance de cette initiative dans la volonté de la Fondation Mohamed VI. En effet, il s'agit d'un projet ambitieux de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains qui reflète son engagement constant en faveur du renforcement de la foi et la pratique religieuse chez les jeunes nigériens d'une manière particulière et africains d'une manière générale.
et de la lutte contre les idées obscurantistes et extrémistes et la promotion d'un islam modéré et tolérant, comme l'a bien précisé Dr Abdelmohaimin Al-Amin. Aussi, à travers ce concours, la Fondation vise à faire connaître le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à mettre en lumière sa place dans la législation islamique, à inciter les jeunes générations africaines à porter un intérêt particulier au hadith du messager d'Allah et à les encourager à s'inspirer des hautes vertus prophétiques. Pour rappel, l'organisation de ce concours s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la recommandation formulée lors de la 4e session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, tenue à Fès les 19 et 20 octobre 2022, qui consiste à l'organisation chaque année par les sections de la Fondation d'un concours sur le hadith Nabawi Sharif. C'est l'administratrice déléguée de la commune 1, colonel Marijika, qui a procédé au lancement officiel du concours ce lundi 15 septembre 2025. Ce concours est une initiative noble et profondément significative. Il traduit l'attention particulière que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Moumin, que Dieu l'assiste, accorde à la préservation et la transmission des sciences islamiques authentiques. Il incarne également les liens spirituels et fraternels solides qui unissent le royaume du Maroc et la République du Niger. À travers ce concours, la Fondation offre à nos jeunes une occasion unique de s'attacher davantage à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mieux comprendre les valeurs de l'islam et de s'inspirer de son noble exemple. Ce n'est pas seulement une compétition, c'est aussi une école de foi, de discipline et d'excellence. Je félicite chaleureusement la section nigérienne de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains pour ses efforts constants et j'encourage vivement tous les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Car la participation à ce concours, c'est déjà une victoire. Elle symbolise un attachement sincère au savoir religieux et à l'héritage prophétique. Je prie enfin qu'Allah accorde à ces présélections un franc succès, qu'il les rende utiles à notre jeunesse et qu'il nous aide tous à marcher sur les traces bénies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'issue des épreuves, les résultats ont été proclamés comme suit. Première catégorie, première Nan Boubé, deuxième Oumlker Nasir, troisième Sekina Maman Boubakar. Deuxième catégorie, première Mariam Malik Djori, deuxième Aisha Bako Abdallah, troisième Abdurrahman Mohamed. Troisième catégorie, première Khadija Mouhoumin, deuxième Mohamed Khalid Zouberou Bouzou, troisième Abdallah Zakaria Nouhou. Nous avons eu la bonne impression que les jeunes s'adonnent à la mémorisation du hadith du prophète, bénédiction et salut sur lui. Et c'est grâce au concours de la Fondation qui ne cesse de redoubler les efforts pour que les jeunes soient intéressés par la religion d'une manière générale à travers le concours du Coran et ensuite le concours des hadiths et les autres sciences de la religion musulmane. Aujourd'hui, nous avons eu une forte participation féminine. Les jeunes filles, elles ont eu aussi à gagner les premiers prix dans toutes les catégories et nous en réjouissons beaucoup. Les lauréats de ce concours ont reçu des prix d'encouragement. À noter que les premières des 3 catégories vont représenter le Niger à la phase finale internationale au Maroc. Le volet reportage de cette édition nous amène au quartier des Ebons à la découverte de ces artisans. Ils reproduisent et confectionnent les clés. C'est un reportage de Amsatou Iliassou et Sadodomi. À Niamey, ils sont partout, sous un arbre, au coin d'une rue ou près des marchés, plus précisément au quartier des Ebons. Les confectionneurs de clés font partie du décor quotidien. Ces hommes pratiquent ce travail artisanal pendant des années.
un métier qui a été appris et transmis de génération en génération. Je suis dans ce métier, ça fait plus de 40 ans. Je l'ai hérité de mon père. Et si les clients amènent un travail un peu compliqué, nous essayerons quand même de lui faire plaisir. Il existe 40 000 genres de clés au monde, et même en Afrique, on y trouve 30 000. Avec les clients, il ne manque jamais de difficultés, mais on les rassure afin de les satisfaire. Alhamdulillah, grâce à ce métier, je gagne ma vie. Avec une lime, une perceuse artisanale et beaucoup d'adresses, ces hommes redonnent vie aux clés perdues ou cassées. En quelques minutes, ils fabriquent une copie identique pour quelques centaines de francs CFA seulement. Mais derrière ce travail minutieux, se cache une vigilance constante. Les confectionneurs de clés à Niamey ne copient pas n'importe quelle clé. Leur première règle est simple. La sécurité prime sur le profit. Si on a eu un client qu'on ne connaît pas, tu sais, maintenant Niamey c'est gâté. Dès que la personne vient ici, il veut faire la clé, on lui demande les pièces de moto ou bien les pièces de véhicule. S'il ne présente pas, on dit que nous, on ne fait pas les clés ici. Encore, il y avait des gens qui nous emmènent la clé dans l'appareil. Il y avait des gens qui frappent les clés sur le savon. Dès qu'on voit, on ne fait pas de clés comme ça. On dit que l'homme n'a qu'à partir. Si on fait des clés dans les services des années, on n'a jamais eu un problème. Encore, on ne veut pas, même les enfants qui sont là, on les conseille. Si le gars est venu ici là pour faire les clés, il faut vraiment surveiller. Nous, si c'est la moto, on regarde, si c'est la voiture, on regarde. On ne fait pas des clés pour produire comme ça là. Il y avait des enfants qui viennent ici avec les clés de leur papa ou les clés de leur maman. Ils vont dire de faire la copie. Là, on peut regarder l'enfant. Si c'est possible, si le gars n'est pas correct, nous on savait. On fait la clé de confort, on fait la clé de véhicule et encore on programme. Et nous on ne prend pas les enfants d'ailleurs. Tous les enfants que tu vois ici là, c'est nos fils. Tout. On ne prend pas des gens dans la ville. Un travail remarquable apprécié par les clients qui peuvent confier leur sécurité aux mains expertes des confectionneurs. Bon, je suis venu ici pour confectionner une clé. Donc j'ai la clé de ma voiture qui est endommagée. Donc je leur ai amené la clé ici pour qu'ils me la réparent. Donc comme ils sont animés d'une bonne ingéniosité, donc je leur ai donné la clé et vraiment ils me l'ont réparée. Bon, du moment où eux ils acceptent de prendre les clés pour les réparer, ça veut dire qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et nous aussi, les clients, nous avons confiance en leur esprit de génie créateur. Non seulement, d'une part, on leur donne les moyens vraiment de survivre, et en même temps, nous aussi, on a notre satisfaction. À Niamey, les confectionneurs de clés ne se contentent pas de tailler le métal. Ils filtrent, observent et parfois refusent. Dans ces métiers artisanaux, la sécurité ne se repose pas seulement sur la serrure, mais sur la prudence et l'éthique de ceux qui la fabriquent. Chaque refus est un geste silencieux de protection qui rassure toute la population. Voilà, c'est là un reportage de notre stagiaire Amsatou Iliassou sur les images de Sadou Doumi. C'est aussi la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.